1915. C'est autour de ces pics surplombant un paysage alpin spectaculaire que quelques-uns des combats les plus âpres de la Première Guerre mondiale vont faire rage. Sous les sommets occupés par les troupes autrichiennes et italiennes, les deux camps vont creuser un dédale de tunnels et de grottes dans le but de grappiller les quelques mètres qui leur offriraient l'avantage. Des milliers de soldats vont avancer, combattre et mourir sur les sommets et dans les entrailles des plus hautes cimes des Dolomites. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le guide de haute montagne tyrolien Sepp Innerkofler. Le mystère qui entoure son ascension du Monte Paterno n'a pas fini de hanter ce pic des Alpes. Après avoir signé en secret le traité de Londres en 1915, l'Italie s'engage dans la Première Guerre mondiale. Les Dolomites deviennent alors un des fronts entre la péninsule italique et l'Autriche. Les troupes alpines des deux pays se lancent dans une course effrénée pour s'emparer des cols les plus stratégiques. À cette altitude, les affrontements impliquent des échanges de coups de feu dans les tranchées et des combats rapprochés dans les labyrinthes de galeries creusées dans la roche. Ceux qui contrôlaient les sommets et les crêtes dominaient les vallées en contrebas. Bien positionnée, une bonne batterie d'artillerie faisait toute la différence à cet endroit du front. Les noms de ces forteresses naturelles sont entrés dans l'histoire, associés à jamais à la cruelle réalité de cette guerre qui a ravagé les Alpes. Marmolada, Col di Lana, Monte Piana, Monte Paterno et le Trecime di Lavaredo. Andy Hawkins et Julia Richardson sont archéologues. Ils font partie de l'association de passionnés d'histoire Durand Group et sont spécialisés dans les combats souterrains. Ils sont venus explorer les champs de batailles improbables qui s'étendent tout autour du village de Sesto. Notamment les galeries et les tranchées abris au pied du Mont Piana, mais aussi les tunnels creusés à l'intérieur du Mont Paterno. Andy et Julia ont fait appel à un guide local, Paolo Tassi, qui va les aider à se frayer un chemin le long de la ligne de front de la guerre blanche des Dolomites. Si je comprends bien, les Italiens étaient en position de force ici. Les Autrichiens voulaient monter ici et les déloger. Oui, ça leur aurait permis de contrôler la zone. Sur les hauteurs de Cortina d'Ampezzo, dans le nord-est de l'Italie, le Mont Paterno domine une des plus belles montagnes des Alpes. Le Trecime di Lavaredo, littéralement trois cimes de Lavaredo, reconnaissable à ses trois tours de roches calcaires trônant majestueusement au cœur des Dolomites de Sesto. Quand on s'intéresse à la Grande Guerre, on découvre des personnages extraordinaires. Et Sepp Innerkofler est l'une de ces figures exceptionnelles. Jusqu'en 1919, ces trois pics, le Dreizinnen en allemand, le Trecime di Lavaredo en italien, constituaient la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Le 24 mai 1915, l'Italie s'engage aux côtés de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie dans ce qui deviendra la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Cette jeune nation avait déjà combattu l'Empire austro-hongrois à de nombreuses reprises pour regagner une partie de ses territoires italophones. Mais Trente et Trieste étaient restés sous contrôle autrichien. L'Italie voit donc dans cette entrée en guerre l'occasion de reprendre ces deux villes et de renverser ainsi les empires germaniques. Les Italiens considéraient le front, qui allait de la Marmolada aux Dolomites de Sesto, comme un moyen de pénétrer dans le Val Pusteria. C'est pour cette raison que leur armée a mené une importante offensive dans cette direction. Sur ce front, la situation pouvait varier d'un jour à l'autre. Parfois, les Autrichiens prenaient l'avantage et le lendemain, c'était au tour des Italiens de s'imposer. À ce moment-là, c'étaient les Italiens qui occupaient le sommet du mont Paterno, qui était un point stratégique capital pour les deux camps. Le Trecime, qu'on appelait aussi le Zinnen Plateau pendant la guerre, était un site très important d'un point de vue défensif, parce que c'était là que passait la frontière.
L'alpiniste tyrolien Sepp Innerkofler va particulièrement s'illustrer dans cette bataille de haute montagne. Sepp Innerkofler reste un modèle pour les guides de haute montagne du XXIe siècle, comme tous les guides de cette époque. Aujourd'hui encore, on guide les touristes sur leurs traces le long de ces pics. Innerkofler prend les armes pour lutter contre ce qu'il perçoit comme un envahissement de sa terre natale. Ce faisant, il est contraint d'affronter ses collègues italiens. Ceux-là même qui avaient l'habitude de le saluer du haut des pics voisins ou avec qui il lui arrivait de partager un verre dans le refuge qu'il avait construit avant que la guerre n'éclate. En général, les chaînes de montagne rapprochent les populations plutôt qu'elles ne les divisent. L'existence et l'agriculture sont difficiles dans ce genre d'environnement alpin. Si vous regardez dans cette direction, vers le sud-ouest, vous pouvez apercevoir le mont Paterno. Derrière, il y a le Sasso di Sesto et un peu plus loin, la tour de Toblin. Depuis ce premier sommet, on a une vue imprenable sur toute la vallée et on peut contrôler tout le plateau. C'est ce qui fait de ce site un endroit stratégique. Christian Innerkofler est l'arrière-petit-fils de Sepp Innerkofler. Il continue de faire vivre la tradition familiale à la direction du Dolomitenhof, fondé par son ancêtre légendaire il y a plus d'un siècle. Mais avant la naissance de Sepp en 1865, les Innerkofler étaient fermiers depuis des générations. Celui-ci apprend à escalader et à tirer sous la tutelle des meilleurs maîtres au sein de sa propre famille. On lui doit au moins 50 ouvertures de voies dans la région, dont celle du fameux pic central des Trecime di Lavaredo. Il est également venu à bout du mont Cervin. Mais sa montagne préférée est sans aucun doute le Paternkofel ou mont Paterno. Pourtant, avec la guerre, ce qui était jusqu'ici un loisir devient une opération militaire où la moindre erreur tactique peut coûter la vie. Avant le commencement des hostilités, les Dolomites représentaient la frontière entre l'Empire austro-hongrois et l'Italie. C'est ici que l'alpiniste tyrolien Sepp Innerkofler, au départ simple ouvrier agricole, bâtit sa fortune en devenant l'un des guides les plus appréciés des touristes fortunés, désireux de découvrir les pics au sud du Val Pusteria. Au début, il gagnait sa vie en travaillant dans les fermes. Puis il s'est fait embaucher dans une scierie. Mais il n'y travaillait que la nuit. Comme ça, il avait tout le temps d'aller faire de l'alpinisme pendant la journée. Très vite, il a compris que le métier de guide de montagne était fait pour lui. Alors il a fait en sorte d'obtenir le brevet exigé pour exercer ce métier. Sepp Innerkofler, un grand alpiniste et un guide excellent qui a eu le privilège d'ouvrir de nombreuses voies dans les Dolomites. À la fin du 19e siècle, l'âge d'or de l'alpinisme scientifique s'achève et l'escalade devient une discipline sportive qui attire désormais les classes moyennes. On se trouve ici juste devant le refuge Locatelli. Oui, d'ailleurs, c'est une assez belle histoire. À l'origine, le Rifugio Locatelli s'appelait le Dreizinnenhütte. D'accord. Rifugio Trecime en italien. Mais il a été détruit par les Italiens. Et ils l'ont rebaptisé en hommage à un célèbre alpiniste, Sepp Innerkofler. Il a été un véritable pionnier dans le domaine du tourisme à l'échelon local. C'est le premier à avoir perçu le potentiel de la vallée autour de Sesto. Il avait compris que ce site pouvait attirer de nombreux visiteurs de l'étranger. 5 ans après avoir commencé ses activités de guide, Innerkofler épouse une jeune Autrichienne du nom de Maria Stadler. Cette alpiniste hors pair sera la première femme à grimper au sommet du plus petit des 3 pics du Lavaredo. De leur union naîtront 5 enfants et leur refuge de montagne va connaître un grand succès. Il a d'abord construit le refuge de montagne Dreizinnenhütte pour y accueillir ses premiers clients. Mais 2 ans plus tard, il était déjà trop petit. Il a alors construit le Dolomitenhof dans la vallée de Fischlental. C'était en 1905. Et il avait aussi une petite pension de famille. Jusqu'ici, l'alpinisme se pratiquait essentiellement sur des glaciers, mais les Alpes orientales offrent de nombreuses parois rocheuses verticales.
Il a effectué un grand nombre de premières ascensions. Il est surtout connu pour l'ascension du plus petit pic de Lavaredo par la face nord. À l'époque, il y avait beaucoup de Britanniques, d'Autrichiens et de Néerlandais qui venaient visiter la région. Tous avaient de l'argent. Et tous le voulaient comme guide, lui et pas un autre. Il deviendra un pionnier de l'escalade. On se souvient de Zepp pour toutes les premières ascensions qu'il a réalisées, en particulier celle du petit pic de Lavaredo par la voie la plus difficile, et aussi celle du pic nord-ouest du mont Paterno. Bien des choses ont changé depuis cette lointaine époque. Les cordes étaient plus grosses, elles absorbaient beaucoup d'eau, et elles n'étaient pas complètement élastiques, elles étaient plutôt rigides. Aujourd'hui, on a des chaussons d'escalade à semelles lisses qui ont une bonne adhérence. Dans ces années-là, ils portaient de grosses chaussures d'escalade en feutre, avec des semelles épaisses. On n'avait aucune sensation là-dedans. C'était beaucoup plus dangereux et difficile de grimper le long d'une paroi. On pouvait rarement fixer un piton et passer la corde dans un mousqueton. En général, il devait faire avec ce qu'il y avait sur la roche. Ou alors, il se passait la corde autour de l'épaule. Je vais vous montrer. Imaginez-vous dans cette position, en train d'essayer d'empêcher votre partenaire de tomber. De nos jours, on peut dire que la sécurité prévaut sur la prise de risque. Zepp, Innerkofler et les alpinistes de cette époque avaient une force de caractère impressionnante. En 1915, la route qui traverse la vallée devient stratégique car elle mène jusqu'à Vienne et Innsbruck. Pour les Italiens, une percée à l'intérieur de cette étroite chaîne de pics leur permettrait de contrôler les voies d'approvisionnement vers Trente. Du Val Pusteria, on pouvait facilement envahir le cœur de l'Autriche. Innsbruck était un jet de pierre. Dans le camp adverse, le haut commandement austro-hongrois est davantage préoccupé par le front Est. L'armée italienne projette d'avancer jusqu'à Gorizia, menaçant de couper l'Empire en deux. Zepp Innerkofler fait partie de la 3e compagnie des Standschützen, une milice alpine autrichienne basée à Sesto. Quand l'Italie a déclaré la guerre à l'Empire austro-hongrois, tous les hommes du village qui étaient en mesure de prendre les armes ont été envoyés sur les autres fronts. Dans le village, il ne restait plus que les personnes âgées, les jeunes ou des hommes qui n'étaient pas aptes au combat. Sepp faisait partie de cette dernière catégorie, donc il était resté chez lui. Les Standschützen sont composés de guides de montagne, porteurs, gardiens de troupeaux et gardes forestiers. Tous possèdent les compétences pour survivre sur ce terrain d'altitude escarpée. Ils forment des patrouilles mobiles qui sont plus ou moins des clubs de tir subventionnés par l'État. Mais quand l'Italie commence ses incursions en territoire autrichien, l'empereur mobilise 38 000 de ses soldats aguerris. Ils défendaient leur propre vallée. Ils savaient comment aller d'un endroit à l'autre. Et ils avaient un avantage déterminant. C'étaient d'excellents tireurs. Il y avait une raison à cela, évidemment. Ils vivaient essentiellement de la chasse. S'ils voulaient survivre, il fallait qu'ils sachent se servir d'un fusil. Les Kaiserjäger, les troupes alpines de l'armée austro-hongroise régulière, ainsi qu'un régiment d'Alpenkorps de l'armée allemande, sont également déployés dans le secteur. Zepp Innerkofler, alors âgé de 50 ans, est sergent de section dans une patrouille mobile formée par les 12 meilleurs grimpeurs de son village. Ils ont réuni les quelques alpinistes du village, autrement dit les jeunes et les anciens qui étaient restés, et ils ont organisé des patrouilles pour surveiller les alentours. Ils montaient sur chaque montagne des Dolomites de Sesto pour donner l'impression qu'elles étaient toutes occupées en permanence. Tous les jours, ils s'installaient sur le sommet de 2 ou 3 pics et ils se montraient dans le but de tromper les Italiens. Le premier jour de la guerre, Zepp Innerkofler grimpe au sommet du mont Paterno et observe l'artillerie autrichienne,
s'acharner sur les troupes italiennes dans le village de Missolina. Les premiers obus ont été tirés du mont Rudo, qui était très bien défendu déjà avant la fin de l'ultimatum que l'Italie avait adressé à l'Autriche. Ils ont atteint le col di Mezzo et les Alpins, qui travaillaient à la consolidation des tranchées. De là, le capitaine Mazzini de la 58e batterie de montagne a riposté en menant ses hommes au col de la Varedo le premier jour de la guerre. Et il a incendié le Dreizinnenhütte. Ces Italiens qui remontent les vallées à toute vitesse tandis que les Autrichiens battent en retraite vers les montagnes sont des Alpins. Ils se déplacent rapidement le long des cols et des crêtes pour occuper les plus hauts reliefs. Face à eux, les Autrichiens sont assistés de plusieurs bataillons de l'Alpenkorps allemande, mais ils sont largement dépassés en nombre et insuffisamment armés. Pour Sepp Innerkofler, il est crucial d'arriver en premier au sommet du mont Paterno. Il avait déjà fait savoir au commandement autrichien qu'il était vital d'occuper le mont Paterno, parce qu'il avait parfaitement compris que c'était un point stratégique très important. Mais ils ne l'ont pas écouté. Il avait réussi à s'en emparer et on lui a demandé de redescendre. 2 jours plus tard, les Italiens étaient dessus. Et c'est seulement à ce moment-là que le commandement autrichien s'est rendu compte de l'importance de ce lieu. Ils ont alors fait appel à mon arrière-grand-père et à sa patrouille mobile pour qu'ils reprennent la montagne. Et il a répondu, c'est pratiquement impossible, mais nous allons essayer. Andy et Giulia traversent le col qui passe au pied du mont Paterno. De cet endroit, on comprend bien pourquoi ces pics étaient si précieux d'un point de vue stratégique. Devant eux se dresse le Sasso di Sesto et la tour de Toblin. À leur droite, le Monte Paterno. Nos 2 scientifiques ont opté pour l'itinéraire qui fait le tour de ce sommet sur les anciennes positions italiennes. De nombreux tunnels ont été creusés au fil des 2 années de combat. Le point de départ se situe à l'entrée des galeries italiennes. Pour des raisons de sécurité, Andy et Giulia enfilent un baudrier avant d'entamer la portion la plus dangereuse du chemin. Ils vont devoir se faufiler le long d'un passage étroit au-dessus du vide qui mène jusqu'à la prochaine ouverture d'époque. La voie est totalement recouverte de neige et la moindre chute serait mortelle. Le 18 juin, après un violent corps à corps avec les Alpins italiens, Innerkofler parvient à conserver sa position d'observation sur le sommet numéro 1. En récompense, il se voit décerner une médaille d'argent. Cependant, les Italiens progressent et prennent le contrôle des montagnes qui dominent les cols et les routes, notamment celles qui mènent à Sesto et au col du Brenner. C'est lors de cette première confrontation que des soldats des 2 camps vont assister en silence à une scène surprenante. Un homme de la patrouille mobile est parti en reconnaissance au-delà des lignes italiennes. Et il a tué un chamois pour le ramener chez lui. Mais il s'est fait repérer et les Italiens ont découvert le chemin par où il était arrivé et ont barré la route. Impossible donc de retourner chez lui par ce chemin-là. C'est comme ça qu'a été ouverte la première voie par derrière le glacier. L'homme abat l'animal sans hésitation. Mais, ce faisant, il donne sa position à l'ennemi. Dans le but de reconquérir le mont Paterno, le haut commandement autrichien ordonne à Innerkofler de mener ses 5 meilleurs hommes à l'assaut du bastion. La mission est suicidaire et il le sait. Les Italiens avaient escaladé le mont Paterno par la face sud, qui est beaucoup plus praticable. Lui a dû emprunter la face nord-ouest. C'est un parcours très difficile. Donc, ils ont discuté entre eux de l'itinéraire à emprunter.
Ils se sont mis en route aux premières heures de la journée. Il a pris à part son fils, qui avait 17 ans à ce moment-là, et qui faisait aussi partie de la patrouille. Il lui a dit « Tu ne viens pas avec nous aujourd'hui parce qu'on ne reviendra peut-être pas. » C'est comme ça que mon grand-père m'a raconté cette histoire. Il a assisté à tout ça d'en bas. Ce mystérieux épisode de la Première Guerre mondiale, la tentative d'ascension du mont Paterno et la bataille qui s'en est suivie, fait aujourd'hui partie de la légende des guerres alpines. « 4 juillet 1915. Le jour se lève sur le village de Sesto. Sepp Innerkofler est déjà au pied de la face nord du mont Paterno. Tout est calme et silencieux, tandis qu'il escalade la montagne sous les yeux de son fils resté au village. Afin de suivre la même voie qu'Innerkofler, Paolo, Giulia et Andy vont partir du refuge qui a accueilli des générations de guides, le Dreizinnenhütte. La vue est imprenable. En contrebas, une section de 30 Landesschützen autrichiens, ainsi que quelques ingénieurs militaires, dont le propre frère de Sepp. Ils sont prêts à défendre le mont Paterno une fois qu'il aura été conquis. Les mitrailleuses et la couverture d'artillerie sont en place. Des milliers de témoins assisteront à la bataille. Les 6 soldats sont tous des guides réputés dans la vallée de Sesto. Armés de carabines et de grenades à main, ils quittent leur quartier à proximité des décombres du Dreizinnenhütte. En général, pour s'emparer d'une montagne bien défendue, il fallait organiser une attaque surprise. Et il fallait tirer avantage de tout ce que l'environnement et les conditions climatiques pouvaient vous offrir. Au niveau de la face nord, il y a une cheminée. Et à cet endroit, comme dans toutes les parois qui ont cette orientation dans les Alpes, la roche a un aspect assez sombre. L'ascension de la cheminée nord du mont Paterno se fait dans des conditions proches de celles d'autrefois. Mais il faut s'imaginer que les premiers alpinistes qui s'y sont aventurés se sont retrouvés face à de la roche très friable. Avec le temps, la roche a durci, mais ça reste très difficile à escalader, même si ça fait longtemps qu'on ne peut plus s'offrir le plaisir d'ouvrir de nouvelles voies. Quand il est arrivé près de la paroi, Sepp Innerkofler s'est détaché. Et il est parti seul à l'assaut du sommet. Je me fie à ce que mon grand-père m'a raconté. Il m'a expliqué que le plan qu'ils avaient mis au point était de profiter de l'obscurité pour grimper sans se faire repérer. Une fois proche du sommet, Sepp devait faire signe aux soldats autrichiens pour qu'ils le couvrent. Et ensuite, il devait lancer des grenades par-dessus le sommet et faire en sorte de conquérir la montagne. Le guide expérimenté escalade la paroi sans outils pour aller surprendre l'ennemi avec le seul soutien de l'artillerie. Selon des témoins oculaires, des fragments de munitions atteignent Sepp et un de ses compagnons. Mais cela ne les arrête pas. Ce qui va se produire à son arrivée au sommet est aujourd'hui encore sujet à controverse. Depuis sa position, il lance 3 grenades à main sur les tranchées italiennes. Mais elles n'explosent pas. Puis, sous une pluie de pierres et de projectiles provenant de l'artillerie et des mitrailleuses, Sepp Innerkofler est tué. Encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec certitude s'il a succombé à une balle tirée de son propre camp, au feu italien ou à une pierre jetée par un alpin. En ce qui concerne les dernières heures de Sepp Innerkofler,
On a entendu des choses différentes. Il y a plusieurs versions qui circulent. Ce qu'il y a de plus tragique dans cette histoire, dans cet acte qu'on peut qualifier d'héroïque, c'est qu'il est mort sous les yeux de son fils. Angelo Loschi, l'homme qui portait la civière, a dû braver le feu autrichien et ensuite il a fallu qu'il redescende le long de la cheminée. Il a fait tout ça pour ramener le corps de son ami mort. Après 3 jours éprouvants, ils ont récupéré le corps de Sepp Innerkofler. Les Alpins ont creusé une niche au sommet du mont Paterno. Ils ont fabriqué une croix avec sa corde et ils ont recouvert ses objets personnels de fleurs. Sepp est resté 3 ans là-haut sur la montagne qu'il aimait tant. Sa mémoire est toujours vivante le long des Via Ferrata que les alpinistes escaladent encore en suivant les voies qu'il a courageusement ouvertes. Le mont Paterno aux mains des Italiens, l'occupation des montagnes voisines devient cruciale, car elles permettent d'accéder aux vallées stratégiques du Fischleintal et du Valpusteria. Depuis l'ancien refuge de Sepp Innerkofler, Andy et Giulia ont une vision parfaite des 2 positions que l'Autriche et l'Italie vont se disputer 2 années durant. On est au pied de 2 montagnes. Celle qui est sur la droite, c'est la tour de Töblin, le Töblinger Knoten. Ah, Töblinger Knoten, les 2 pics là. Et celle-ci sur la gauche, c'est le Sasso di Sesto, le Zexner Stein. Zexnerstein. C'est ça. Il faut s'imaginer que pendant la guerre, les Italiens étaient là et les Austro-Hongrois étaient juste à côté. Paolo, Giulia et Andy sont à l'entrée des tunnels qui parcourent la base du mont Paterno. Ils s'apprêtent à pénétrer dans les entrailles de la montagne. L'armée italienne, ne disposant pas de renforts suffisants pour mener l'assaut dans le Valpusteria, elle se contente d'occuper ce sommet. Le mont Paterno était l'élément central des lignes défensives du col de Lavaredo. Et cette ligne était extrêmement importante. Elle allait jusqu'à Forcello Pian di Cegna et Colle Arena. Le but était de bloquer les Autrichiens au fond des vallées qu'ils détenaient. Dans les semaines qui suivent, les Italiens transforment le Trecime en une citadelle remplie de canons, de projecteurs et de nids de mitrailleuses. Les Autrichiens organisent leur défense à l'aide de canons et de mortiers, ainsi qu'en creusant des tranchées reliées par de profonds tunnels et séparées par des champs de barbelés sur le Schwabenalpenkopf et le Raukoffel. Le poste d'observation le plus avancé des Autrichiens est situé au sommet de la tour de Töblin. Celui des Italiens se trouve au sommet du mont Paterno. La zone entre les deux est le théâtre de tirs croisés qui font de nombreuses victimes. Parce qu'elle est bon marché et facile à transporter et à cacher, la mitrailleuse est l'arme la plus efficace sur ce type de terrain. Entre les mains d'un artilleur bien entraîné, elle permet de contrôler de larges portions du versant d'une montagne, voire de tout un col. Les Alpins construisent des abris souterrains entre lesquels ils se déplacent par un réseau de tunnels. Le plus long relie la position sur le mont Paterno à la ligne de front. Il est vital pour les Italiens, car il leur permet de maîtriser les mouvements de l'infanterie autrichienne sur le plateau en contrebas et de leur infliger de lourdes pertes. À mon avis, ils l'ont construit de cette taille pour pouvoir y installer une mitrailleuse avec son trépied. Je vois. Et ils l'ont surélevé pour avoir une bonne visibilité sur toute la vallée. C'était pour couvrir le plus de terrain possible. Oui, je pense que c'est ça. Sachant qu'évidemment, la plupart du temps, ils choisissaient de placer la mitrailleuse ici parce qu'ils pouvaient l'emmener n'importe où et qu'elle avait une très bonne portée. Oui, ils avaient recours aux mitrailleuses, aux mortiers et à l'artillerie légère. C'est ce qu'ils utilisaient pendant les combats. L'artillerie lourde, c'était vraiment pour pilonner l'ennemi. D'accord. C'était pour le déloger de ses positions et l'attaquer de face. Donc, cette galerie avait avant tout un but défensif, mais elle pouvait aussi servir d'abri aux soldats.
En mars 1917, la 3e compagnie des Sturmschützen d'Innsbruck s'aventure sur le col entre le Trecime et la tour de Töblin pour s'emparer des positions italiennes. Le terrain étant enseveli sous plus de 3 mètres de neige, ils vont creuser un long tunnel vers leurs ennemis. Un mois plus tard, ils atteignent la base de l'affleurement rocheux et 50 soldats autrichiens pénètrent par surprise dans les tunnels italiens. Après 1 heure de combat, ils prennent le contrôle de la zone. La contre-attaque italienne oblige les Autrichiens à fuir vers le sommet de la montagne, d'où ils sont finalement contraints de battre en retraite. Sur ce terrain accidenté, les deux armées ont des difficultés à assurer le transport et le ravitaillement des troupes. Les provisions sont portées à dos d'hommes ou de mules, les charges pouvant atteindre 25 et 100 kilos respectivement. Dans les deux camps, on construit des réseaux de tunnels et de funiculaires pour se préparer aux affrontements. Il y a un chiffre très parlant à propos de ce qu'on a appelé la guerre blanche. Cette guerre dans laquelle les hommes étaient en contact direct avec la nature, surtout pendant l'hiver. C'est le nombre de morts 2 ans après le début des hostilités sur le front italo-autrichien. 10 000 hommes des deux camps ont perdu la vie au cours des combats qui se sont déroulés dans des conditions extrêmes. L'hiver 1915 a été l'un des plus froids du XXe siècle. Sur ces hauteurs, aucun des deux camps ne peut passer à l'offensive. Les Alpins font de nouveau irruption sur la tour de Töblin. Les tunnels du mont Paterno leur permettaient d'approvisionner leurs avant-postes. Des vestiges de cette lutte pour la survie sont encore visibles aujourd'hui. Giacomo Bollini possède de nombreux objets de cette époque. Il mettait ce genre de gants pour se protéger les mains du froid. Celui-ci a été trouvé sur un glacier. On voit encore la fourrure de lapin à l'intérieur. Il y avait aussi le reflet du soleil sur la neige qui pouvait les aveugler. Ça leur posait souvent problème. Donc, les Italiens et les Autrichiens avaient des lunettes anti-reflets comme celle-ci. Et en cas de tempête de neige, ils utilisaient ces lunettes de protection qui sont aussi doublées avec de la fourrure de lapin. Physiquement, ça devait être très éprouvant de travailler ici. Les conditions devaient être très difficiles. Oui, c'était très dangereux parce qu'il fallait placer les pierres exactement au bon endroit, juste au bord de la falaise. Le soleil se couche sur les montagnes qu'Autrichiens et Italiens se sont férocement disputés. Andy et Giulia reprennent ce col étroit pour regagner leur point de départ sous les 3 pics de Lavaredo. Pour mieux comprendre la bataille des Dolomites, ils visiteront demain un autre secteur de ce front, le versant ouest du mont Piana et les défenses du Val Fonda. C'est ici, dans la vallée qui sépare le Cristallino du Strudelkopf, que se trouvait la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Andy et Giulia ont sur leur droite le mont Piana, une montagne au sommet plat, idéale pour les assauts d'infanterie et cruciale pour l'accès au Val Pusteria. Si les Italiens s'en étaient emparés, ils auraient pu avancer jusqu'à la ville stratégique de Trente, ce qu'ils n'auraient pas pu faire depuis Sesto, bastion protégé aussi bien par la nature que par les hommes. Cependant, l'infanterie italienne n'a jamais pu dépasser ces tranchées. Des milliers d'hommes ont péri sur les montagnes alentours, mais ici, les Autrichiens tiennent bon. Des combats acharnés font rage alors que l'armée italienne tente de déborder la chaîne de montagnes reliant le mont Piana au mont Paterno. Pour l'Empire austro-hongrois, la bataille se transforme en lutte acharnée pour la survie. La zone regorge encore d'objets de la Première Guerre mondiale. Du fil de fer barbelé,
C'est intéressant parce que le barbelé qu'on a vu jusqu'à présent était à double brin. Oui, c'est du triple. Andy et Julia ont découvert un bunker qui servait probablement à faire la cuisine, au vu des boîtes de conserve et des bidons d'eau qui sont restés sur place. Tu sais ce que c'est? Une cheminée. Bien sûr, ça c'est la partie qui protège le dessus et la fumée sort par là. Les soldats restaient tapis durant des mois dans ces tranchées et dans ces bunkers. C'est un endroit parfait pour placer une mitrailleuse. Oui, je ne serais pas surpris d'apprendre que cette zone a été bombardée. C'était très intéressant. Mais le danger pouvait survenir à tout instant. Regarde, c'est un obus. Il faut l'imaginer en train de voler à plusieurs milliers de mètres par seconde. Quand il atteignait quelqu'un, il était brûlant. Exactement, c'est une arme mortelle. Je vois quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas la même forme. C'est un détonateur. Voyons ça. Ça provient sûrement d'un shrapnel, une sorte d'obus. Ok. Ils étaient remplis de balles de plomb. Il y avait plein de petites billes de cette taille, c'est ça? Il y en avait beaucoup dans la Somme, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Et voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tu vois, Oui, je vois. il y a une inscription. Avec des chiffres. Ça représente les secondes. D'accord, donc on a 18, 20, 22, 24, 28. Voilà, c'est les secondes. L'artilleur devait calculer le temps que l'obus mettrait à parcourir sa trajectoire, entre sa position et celle de l'ennemi. Il fallait que ça explose en l'air. Andy et Julia découvrent ensuite un monument qui semble avoir été érigé par les survivants d'une compagnie d'infanterie italienne postée à cet endroit. Ici, il y a écrit Fulin Giuseppe. Et on retrouve le même nom là. Manifestement, ce sont les soldats eux-mêmes qui l'ont construit. Le corps de Sepp Innerkofler est resté 3 ans au sommet de son cher Monte Paterno. Le guide tyrolien est mort durant la Première Guerre mondiale au service de l'Empire austro-hongrois, au cours d'une importante bataille contre les Italiens dont l'enjeu était le contrôle des Dolomites. En août 1918, une petite expédition menée par son fils permet d'exhumer sa dépouille et de la ramener auprès de sa famille à Sesto. Il est enterré dans le cimetière du village. Les soldats des deux camps se connaissaient bien avant que cette guerre n'éclate. Ils respectaient le savoir-faire et les aptitudes de leurs voisins. Il y a vraiment un côté absurde dans le fait qu'ils soient morts à cause de cette guerre. Sepp Innerkofler repose aujourd'hui encore dans le caveau familial de Sesto. Mais les circonstances de sa mort n'ont jamais été complètement élucidées. Les opinions divergent concernant la mort d'Innerkofler. Les historiens n'ont pas réussi à s'accorder sur une des 3 versions possibles. J'ai escaladé le Sasso di Sesto avec des experts. De là, on peut parfaitement atteindre la cheminée du Mont Paterno avec une mitrailleuse. Donc, c'est une version plausible. On peut supposer qu'il a succombé à des feux tirés par son camp. Personnellement, je pense qu'à l'aube, les soldats autrichiens ont confondu les hommes d'Innerkofler qui montaient avec des Italiens qui redescendaient. L'histoire ne serait pas complète sans la version des troupes alpines italiennes qui ont conquis et conservé le Monte Paterno. C'est devant l'unique mémorial dédié aux Alpins morts au combat qu'Andy et Julia ont rendez-vous avec le neveu de l'un d'entre eux, le géant Pietro Del Luca. De Luca était un alpin du 6e régiment. Il défendait le mont Paterno. Toutes les versions se recoupent jusqu'au moment où Innerkofler arrive au sommet.
Selon les Italiens, il est alors tué par un alpin gigantesque. Iner Kofler a escaladé la paroi verticale jusqu'au sommet. À peine a-t-il posé le pied que De Luca l'a repéré. Iner Kofler a alors lancé des grenades dans sa direction, blessant De Luca. Il n'avait rien dans les mains, pas de fusil sur lui. Alors il a pris une grosse pierre, l'a jetée sur le guide et l'a atteint. Et Iner Kofler est tombé. La version selon laquelle l'Alpin De Luca aurait tué ce grand guide en lui jetant une pierre dessus était certainement celle qui convenait le mieux à l'armée italienne. Mon grand-père m'a toujours raconté qu'il avait été touché par un tir de couverture provenant de son propre camp. C'est ce qu'il dit avoir vu, en tout cas. La version qui implique De Luca dans cet épisode était probablement celle qui arrangeait le plus les deux camps. Car si les Autrichiens avaient reconnu avoir commis l'erreur de tuer un homme aussi célèbre et important qu'Iner Kofler à peine la guerre commençait, l'armée italienne s'en serait servie contre eux, à son avantage. C'est une photo de De Luca blessé. Il suffit de regarder la taille de son visage pour voir à quel point il était grand. Ses mains étaient, paraît-il, grandes comme des bêches. De Luca finira par émigrer en Amérique du Sud. Ses descendants transmettront des récits de sa vie aux membres de la famille restés en Italie. Mon grand-père était magnifique et vraiment très grand. Sa tête brillait et ses yeux étaient aussi bleus que le ciel au-dessus de sa chère ville de Trévise. Voilà ce qu'elle a écrit. Ses mains étaient énormes et puissantes, durcies par le travail, mais douces pour les caresses. La famille Iner Kofler continuera tant bien que mal à gérer ses établissements malgré les affres de la guerre. C'était un homme très courageux. Ça ne fait pas de doute. Une personne très appréciée par les siens et qui a donné sa vie pour sa patrie. Sa femme Maria a dû s'occuper seule du Dolomitenhof après sa mort. Il a fallu qu'elle aille de l'avant, évidemment. Elle n'avait absolument aucune garantie d'y arriver. Ça n'a pas été facile. Il ne faut pas oublier tout ça. Quand on le raconte dans les écoles, les enfants n'y croient pas. On ne comprend plus ces choses dans le monde moderne. Maintenant, on obtient tout en appuyant sur un bouton. À l'époque, il fallait être fort. On utilisait nos mains, nos jambes et surtout notre tête. Les Italiens seront finalement obligés de se retirer de ce vaste front d'altitude après la désastreuse bataille de Caporetto à l'est du pays qui coûtera la vie à 250 000 hommes. Le territoire des Dolomites, qui comprend le Trecime di Lavaredo, le Tyrol ainsi que les villes de Bolzano et Trente, reviendra à l'Italie après le traité de Versailles. 1 million d'Autrichiens et d'Italiens sont morts durant la Première Guerre mondiale. Un bon nombre sont tombés comme Sepp Iner Kofler sur ce périlleux front alpin. Aujourd'hui, dans toute la région, les tranchées, les échelles de fer et les tunnels étroits sont toujours là pour témoigner des combats tragiques de ce conflit et rendre hommage à tous ces hommes qui se sont sacrifiés sur les sommets et les vallées de quelques-unes des montagnes les plus majestueuses des Alpes.